Fleurs qui se fanent, le temps qui coule, la jeune fille au rire enjoué. Les carrefours où on effleure des mains demi-rebelles, les entretiens ironiques et gracieux. Il trouvait cette femme d'autant plus belle qu'elle violait plus de serments, qu'elle se joua avec une audacieuse tranquillité des cendres sa mère, des dieux immortels et des astres silencieux. Alors, paraît-il, si l'homme traverse des printemps successifs, pour la femme, il est beau de n'en traverser qu'un seul et d'en mourir. Et reprenons cette phrase magnifique d'Arthur Schweitzer. J'ai entretenu des relations fort différentes avec mes maîtresses. La plupart d'entre elles m'étaient indifférentes, quoique certaines me fussent antipathiques. Mais j'en ai haï qu'une seule, ce fut la plus grande passion de ma vie. Et il y a des filles qui n'aiment rien tant que la fugue infinie d'un flirt jamais clos. Tous les éléments sont donc en place pour que se déroule une fois encore l'éternelle histoire de Faust, pris sous le charme de l'innocence, ou de Dorian Gray, sacrifiant à ses vices à son cynisme si vaine. Tout homme tue ce qu'il aime, certains d'un coup de poignard, d'autres d'un baiser, mais nul n'échappe à cette proie. Je lui avais simplement dit que l'amour est un enfant de bohème, que l'on passe d'un film à l'autre sans trop savoir pourquoi, que le scénario nous échappe et que les dialogues, ce n'est pas nous qui les avons écrits. Et il ne nous reste qu'à jouer notre rôle du mieux que nous pouvons. Et cette observation de Karl Kraus que nous reprendrons volontiers à notre compte. Les femmes ne veulent pas d'un protecteur si celui-ci ne représente pas également un danger. Alors, pour finir, aux insomniaques du jour, convient le titre de somnambule, condamnés à mort qu'ils sont à déambuler sans curiosité et sans désir dans les ruelles d'une ville sombre et déserte. J'aperçois ton ombre dans le loin. Tu m'attendais, je me jetterais dans tes bras. Les yeux me parleraient d'un autre monde, d'une planète sortie de son orbite, à la recherche égarée d'âmes qui ignorent le sens du mot vivre. Ta moi m'appellera d'outre-tombe et nous serons des papillons égarés dans une ville sans gare. Je cesserai d'exister, je devrais te rencontrer, et tes lèvres froides auront le goût de la mort. Ce sera un homme et une femme. Claude Lelouch, bonsoir. Bonsoir. Claude Lelouch, on va revenir sur votre enfance, qui est assez étrange, puisque vous êtes recherché, vos parents sont recherchés par la Gestapo, et vous racontez finalement que le lieu où vous passez toute cette période tragique, le plus de temps, c'est le cinéma, parce que c'est le lieu le plus sûr. Oui, c'était le seul endroit où je restais en place. J'étais un enfant qui ne tenait pas en place, et un jour, mes parents se sont aperçus que dans une salle de cinéma, je pouvais, pendant 2 heures, rester attentif. Voilà. Et c'est vrai que tout de suite, je me suis dit, tiens, les gens qui sont sur cet écran, c'est les mêmes que ceux qui sont dans la rue, mais en plus réussi, en plus beau, en plus courageux, en plus intelligent. Et j'ai eu plus envie de fréquenter ceux qui étaient sur l'écran que ceux qui étaient dans la rue. Il faut quand même raconter, c'est assez étonnant ce qui se passe pendant la guerre, parce que votre mère cherche à quitter la France, elle se retrouve au casino de Monte-Carlo, elle tombe sur un cousin éloigné qui s'appelle Machto, qui lui dit d'aller voir Mazzaoui, et il dit Mazzaoui habite rue Lauriston. Et en fait, on a affaire à quelqu'un d'assez étrange, parce que c'est à la fois un juif et un collabo. Et en fait, qui veut tendre un piège à votre mère. Oui, alors ma mère a eu envie en 1942 de revenir en France pour assister à l'accouchement de sa sœur. Voilà. Et donc, elle m'a emmené avec elle sur le ville d'Alger. On est arrivé à Marseille et le lendemain où on était à Marseille, les Américains débarquaient en Afrique du Nord. Ce qui fait que d'un seul coup, je ne pouvais plus revenir à Alger avec mon père. On était parti pour un voyage de 48 heures, 3 jours, etc. Et d'un seul coup, ma mère, qui avait pris très peu d'argent pour 48 heures, se retrouve désespérée, séparée de mon père. Et comme dans les mauvais films, comme elle avait très peu d'argent, elle est allée jouer cet argent au casino de Monte-Carlo. Voilà. Et évidemment, elle a perdu. Et en sortant du casino, elle tombe sur un cousin à elle, qui s'appelle Machto, comme vous l'avez dit, et à qui elle explique le problème. Elle dit, écoute, voilà, je suis séparée de Simon, je suis avec Claude, je suis idiote, je suis venu dépenser le peu d'argent que j'avais, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu peux me prêter un peu d'argent? Enfin voilà, donc elle part dans un délire. Et ce Machto lui dit, écoute, j'ai un très bon ami à moi, à Paris, qui s'appelle Mazoui, qui est un Belge,
qui est rue Lauriston, va le voir, dis-lui qui tu es, dis-lui que tu as épousé un juif, que tu t'es converti au judaïsme, que tu veux retourner en Algérie. C'est un copain à moi, il va t'arranger ça. Et la naïveté de ma mère, je dis bien la naïveté aux innocents les mains pleines, on remonte sur Paris et on va rue Lauriston, enfin ma mère va rue Lauriston voir ce fameux Mazoui, qui est un des grands patrons de la Gestapo. Et le gars lui dit très gentiment, écoutez, Madame Lelouch, si dans une semaine, vous êtes une bonne élève, si vous apprenez à vous servir d'un poste émetteur, on vous déposera avec un petit avion en Afrique du Nord et vous nous donnerez des renseignements sur tout ce qui se passe en Afrique du Nord. Voilà, donc d'un seul coup, ma mère était devenue Matari, une espionne, et c'est fou. Ma mère comprend pas sur le moment, elle dit « mais je sais pas me servir d'un poste émetteur, qu'est-ce que vous me racontez ?» On est en plein délire. Et Machto était juif ? Machto était juif. Oui, c'est ça, c'était encore plus étrange. Mais il y avait des juifs collabos. Voilà. Alors, maintenant, on va parler de la fois où vous surprenez une discussion avec votre père qui dit « s'il rate son bac, je lui offrirai une caméra ». Oui. Alors là, vous n'avez qu'une idée en tête. C'est ce qu'on appelle de la motivation. J'ai été renvoyé de tous les lycées, j'ai fini dans un cours privé, voilà. Et étant donné que mes notes étaient très mauvaises, ma mère et mon père sont très inquiets la veille du bac. Et je surprends une conversation entre mon père et ma mère dans la cuisine. Et mon père lui dit, écoute, puisqu'il aime le cinéma, s'il rate son bac, je lui offre une caméra et qu'il se démerde. Voilà, bon, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et le lendemain, j'ai pas forcé le trait, ce qui fait que j'ai vraiment raté mon bac. Et que vraiment, mon père m'a offert une petite caméra qui a changé ma vie. Voilà, je suis passé de la prison à la liberté en une nuit grâce à cette caméra. Et il y a une chose aussi dans votre jeunesse, avant d'attaquer vraiment le vif du sujet, il pourra des questions sur les films, votre relation aux prostituées. Parce que vous êtes dépucé avec une prostituée, et vous avez écrit que vous étiez toujours fasciné par ces femmes, et que cette première fois, c'était comme être allé voir un professeur, en quelque sorte. Vous n'êtes pas le seul, hein, je vous rassure. J'ai beaucoup de respect pour tous les professionnels. Voilà, il y a les amateurs et les professionnels, et donc je suis ravi, et je vais souvent voir les professionnels dans plein de domaines, voilà. Plein de domaines, oui. Et à l'époque, je me suis dit, autant commencer par une professionnelle, et qui m'a effectivement dépucelé et expliqué. J'ai gagné beaucoup de temps. Voilà. On parle souvent des radios amateurs. Est-ce que vous avez l'impression ici, Claude Lelouch, d'être dans une radio amateur ? Je ne sais pas où je suis. Oui, c'est ça. Mais, cas, ma curiosité m'a toujours récompensé. Et comme le hasard a toujours du talent, alors je me sens un petit peu dans un endroit snob, voyez. Mais comme les snobs sont ceux qui manipulent les mieux les cons, je me dis, c'est peut-être formidable. Voilà, allons-y. Non, je crois que c'est tout sauf snob, justement. Ouais, écoutez, j'aime bien les snobs parce que je vous dis, ils manipulent formidablement les cons. Ouais. Voilà. Et les cons, j'adore les cons parce que c'est avec eux qu'on fait les plus beaux films. Bah oui. Hein, voilà. Ils sont très photogéniques, vous voyez. Et les grands succès du cinéma français sont faits justement sur... Je ne parle pas du Dîner de cons, mais tout le reste. Apparemment, tous les grands films populaires sont des films qui ont manipulé la connerie. Mais on est tous le con de quelqu'un. Bien sûr. Oui. Hein. Attention à ce qu'on dit, il faut être très, très, très prudent là-dessus. Il l'a été. Ça a fait qu'un million d'entrées. Alors, en 57, incroyable, vous cachez des pellicules dans des boîtes de caviar pour les sortir du RSS. Ça, il y a un concours de la télé canadienne qui est de prendre des images de l'URSS. Et là, du coup, vous acceptez le concours, vous devez vous encarter au Parti communiste. Et là, il y a une chose qui se passe qui est absolument merveilleuse, c'est que vous rencontrez Kalatozov, celui qui a réalisé Quand passent les cigognes, qui est un des plus beaux films de tous les temps. Et c'est ce film-là qui va vous donner envie d'être metteur en scène. Vous avez tout expliqué, hein. Bah oui, non, mais c'est pas surprenant parce que alors moi quand passent les cigognes après après certains films de Claude Lelouch, évidemment, dit-il un peu faux cul, non, c'est Quand passent les cigognes. Et j'ai appris en lisant des choses sur vous, cher Claude Lelouch, que vous avez filmé Kalatozov en train de filmer notamment ce fameux plan où Boris monte l'escalier, etc. C'est un film extraordinaire. Alors, vous avez réussi à faire ça
j'arrive au studio Mosfilm, et ce jour-là, on tourne Quand passent les cigognes. Et j'arrive sur le plateau de Mikhail Kalatozov, un homme de grande culture, qui parle un peu le français, oui. qui me repère, qui me prend en sympathie, et je lui dis, écoutez, voilà, est-ce que vous m'autorisez à faire un making-of de ce que je suis en train de voir? Et il me dit, bien sûr. Et donc, ce jour-là, j'ai passé la journée entière avec Mikhail Kalatozov sur le studio de Mosfilm, le jour où il y a la fameuse scène de l'escalier qui avait été construite en studio. Et évidemment, je monte là-haut et j'ai fait un making-of. D'ailleurs, toutes les images qu'on voit que j'ai ramenées de ce moment-là. Et c'est ce jour-là, après, Mikhail Kalatozov me prend en sympathie, je ne sais pas pourquoi. À 6h du soir, il m'emmène à la salle de montage et il me montre 40 minutes du film. Je suis ému, bouleversé, etc. Et je me dis, mais voilà le métier que je veux faire. Voilà le métier que je veux faire. Moi, avant, je pensais simplement être caméraman d'actualité. J'avais envie de parcourir le monde, d'aller filmer le monde, voilà. Je ne savais pas à quel point on pouvait jouer avec les événements, jouer avec les hommes, les femmes, les personnages. Je me dis, c'est le plus beau joli jouet. La vie est un jeu extraordinaire. Et ce jeu, je peux le mettre en scène, voilà. Et c'est grâce à Mikhail Kalatozov que j'ai décidé de faire ce métier. Vous avez rencontré Tatiana Samoylova? Bien sûr. La plus grande actrice du monde. Elle m'a embrassé. Oh, dites donc. Je suis à 2 poignées de main de Tatiana Samoylova. Voilà. Alors, 1960, votre premier long métrage, Le propre de l'homme, alors là c'est une catastrophe, personne n'en veut. Vous décidez d'aller seul au Festival de Venise le montrer. Vous n'avez même pas l'argent de dormir à Venise, vous vous envoyez dans le camping de Venise. Vous faites les invitations pour la séance du film sous la tente. Et alors, ce qui se passe, vous n'avez même plus assez d'argent pour rentrer à Paris. Donc vous ne pouvez même pas payer d'essence. Vous ramenez une sorte de fille du camping à Paris, c'est la bohème. D'ailleurs, je ne sais pas le lien entre les deux. Vous ne pouvez pas payer l'essence, plus loin, vous ramenez une fille du camping. C'est elle... il y a un raccourci là. C'est une fille qui a beaucoup roulé. Non mais, moi j'aime bien la façon de vous raconter ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il a du lyrisme, comme vous. J'aurais gagné du temps. J'aurais gagné du temps, mais c'est vrai que, encore une fois, le plus grand metteur en scène, le plus grand scénariste du monde, c'est la vie. C'est un scénariste extraordinaire. Je lui ai tout pompé. Et quand il a écrit un film de Claude Lelouch, c'est une arnaque, ça devrait être un film de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, tous les personnages de mes films, toutes les histoires que j'ai racontées sont des histoires plus ou moins vraies, ce sont des gens que j'ai eu la chance de croiser. Dans mes films, il n'y a pas de super-héros et il n'y a pas de super-salauds. Il y a des gens qui sont un peu moins dégueulasses que les autres. Voilà. Ce sont des hommes et des femmes presque normaux, voilà, qui ont tous les qualités de leurs défauts. Voilà. Et donc, effectivement, dans ce fameux camping, à Venise, j'ai eu la chance de rencontrer une campeuse très sympathique qui allait faire du stop pour rentrer à Paris. Je lui ai dit, c'est pas la peine, je vous ramène, voilà. Et ça m'a permis, encore une fois, de vivre un bon moment. Voilà. Et vous avez quand même fait casser à la hache les bobines du film. C'est d'une violence inouïe, la scène, là. Oui, parce que ce film a été une catastrophe. Personne ne l'a aimé, voilà. Et mon père, qui croyait beaucoup dans son fiston, qui lui avait offert une caméra. Parce qu'il avait volontairement... Voilà, qui m'avait donné un petit coup de main pour produire ce premier film, a été très peiné et il est mort d'une crise cardiaque quelques jours après une projection terrible à la Cinémathèque française. Et j'en ai beaucoup voulu à ce film. J'ai eu le sentiment que ce film avait tué mon père. Voilà. Et donc, comme il avait tué mon père, moi, j'ai tué le film. Voilà. Oui, et le seul moyen de détruire une pellicule, pour les gens intéressés, c'est la hache. La hache. Ouais, non, voilà. Alors, d'ailleurs, à propos de ce film, Cahiers du cinéma disent Claude Lelouch, souvenez-vous bien de ce nom, vous n'en entendrez plus jamais parler. On va parler d'autres films maintenant, de la suite, qui est quand vous avez fait 2 films, USA en vrac et Une ville pas comme les autres. Là, c'est très drôle parce que vous avez failli créer un incident diplomatique. Ça, vous faites 2 films sur les États-Unis, on peut dire un soft, gentillet, même sympa, amusant, et l'autre un peu plus dur, un peu plus anti-américain. Et l'ORTF décide évidemment de diffuser le gentillet. Et qu'est-ce qui se passe?
Oui, alors, j'ai toujours eu un peu, de temps en temps, envie de prendre des raccourcis, parce que ça m'a fait gagner du temps, voilà. Et c'est vrai que ce jour-là, l'ORTF décide de passer le film en couleur sur New York, qui était plutôt gentil, et décide de ne pas passer USA en vrac, qui était... où je portais un regard un peu critique sur l'Amérique, voilà. Et donc, au dernier moment, j'ai subtilisé les bobines de l'un pour mettre l'autre, et le film que je préférais a réussi à passer à l'antenne, évidemment. L'ambassade américaine a très vite réagi, et je me suis fait virer de l'ORTF tout de suite, voilà. Ce qui fait que j'ai été me réfugier dans le cinéma, voilà. Alors, et sinon, j'aurais pu rester à l'ORTF. Maintenant, les grands moments. Alors là, la scène est magnifique. C'est un soir au CNC, projection des grands moments. Vous êtes vraiment seul contre tous. Catastrophe absolue. Vous avez envie de mourir, vous n'en pouvez plus de votre vie. Et là, vous foncez en voiture sur l'autoroute de l'Ouest, direction Deauville. Vous arrivez épuisé par la fatigue, épuisé par le désespoir. Vous vous endormez dans la bagnole, sur la plage de Deauville. Vous vous réveillez le matin, comme ça, un peu dans la brume. Et au loin, sur la plage, où une femme, un chien et un petit enfant. Et vous avancez vers eux un peu prudemment. Et c'est comme ça que naît Un homme et une femme. Oui, mais tous mes films sont nés comme ça, d'images qui, à un moment donné, sont tellement belles que je me dis qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui va se passer après ce moment-là. Je veux dire que c'est quoi la vie? Vous savez, je vais essayer de vous expliquer. Justement, après la guerre, j'ai continué à aller au cinéma et comme je n'avais pas beaucoup d'argent, je rentrais souvent par la sortie de secours. Donc, en rentrant par la sortie de secours, je ratais le début du film. Et comme il y avait des contrôles à la fin des séances, je partais avant la fin du film. Ce qui fait que je ne voyais jamais le début ni la fin. Eh bien, c'est comme dans la vie. Vous êtes arrivé dans un monde qui avait commencé bien avant vous, et vous serez obligé de vous barrer avant la fin. Donc j'ai compris à partir de ce moment-là que seul le présent m'appartenait, que seul le présent pouvait considérer et être au cœur de toutes mes histoires. Donc là, je sais très bien, je me fous, je ne sais pas d'où je viens, et je ne sais pas où j'irai après ma mort. Mais les 83 ans que j'ai passés aujourd'hui sur Terre, je les ai consommés au présent. Je veux dire que le présent, il n'a pas le temps de vieillir. Vous voyez, c'est la seule chose qui m'appartient. Le reste, on en est plus ou moins les gardiens. Et donc, j'ai construit mon cinéma là-dessus. Et quand je me retrouve, après l'échec des grands moments, au bord de cette plage à Deauville, parce que j'ai roulé comme un fou toute la nuit, je vois effectivement une femme, un chien, un enfant, une lumière sublime. Cette femme est très belle. Elle est à 2 km de moi, à marée basse, là-bas. Et j'ai envie de voir le visage de cette femme. J'ai envie de voir le visage de cette femme. Et je me demande pourquoi, à 6 heures du matin, elle est avec cet enfant et ce chien et cette silhouette. Voilà. Et en avançant vers cette femme, j'écris l'histoire d'un homme et une femme. Ce qui fait que j'ai jamais été jusqu'à cette femme, parce qu'à mi-chemin, j'avais besoin de mettre tout ça sur le papier. Donc je suis retourné à la gare de Deauville, qui était le seul bistrot ouvert à cette heure-ci, et en l'espace de 3/4 d'heure, j'ai écrit pratiquement l'histoire d'un homme et une femme. Voilà. Encore une fois, c'est le hasard, c'est les coïncidences. Vous savez, tout ce que j'ai réussi dans la vie, je l'ai d'abord raté. L'échec est la plus grande école du monde. Pour moi, c'est la plus grande université. Tout ce que j'ai réussi, je l'ai d'abord raté. Voilà. Et j'ai tout appris dans la souffrance. Si j'avais pas fait 6 films qui n'avaient pas marché, j'aurais pas fait ce 7e. Quand je fais Un homme et une femme, j'ai le sentiment que je fais mon dernier film. Je me dis, si cette fois ça marche pas, j'arrête. Et c'est à ce moment-là que ça marche. Voilà. Ah, il faut quand même raconter. Parce qu'à l'époque, il y a un type qui vous donnait 50 000 francs pour tourner un film, mais il a une idée très précise de scénario. Il veut faire l'histoire d'un barbe bleu moderne qui, au lieu d'assassiner les femmes, les décongèlerait pour passer le week-end avec elles, donc les congeler, décongeler, en plus ce qui est très mauvais pour la santé. Donc, et il voulait congeler, faire un film où vous congeliez des femmes et décongeliez. Et donc, vous prenez l'argent du film, vous dites bien sûr on va faire ça, et avec ça, vous faites Un homme et une femme, vous lui montrez le film, et là il pleure. C'est ça. Alors, encore une fois... C'était pas tout à fait. Ouais. J'adore vos raccourcis. Oui, c'est ça, oui. Je vais vous demander de venir faire les synopsis de mes films. On va ou les pitchs. Ah, mais... vous détestez les pitchs, attention. Voilà. Non, ce qui est vrai, c'est que
pour terminer Un homme et une femme, j'avais besoin d'un peu d'argent. Il me manquait à l'époque, je me rappelle, 5 millions de francs anciens. Enfin, c'est comme si je vous disais aujourd'hui 10 000 euros, vous voyez. Et donc, comme j'avais envie de finir ce film qui s'appelait Un homme et une femme, il m'a donné cet argent. Et grâce à cet argent, j'ai pu finir Un homme et une femme. Et grâce à cet argent, je suis devenu producteur de ce film. Et j'ai pu, après, faire 50 films. Voilà. Et il y a une histoire de couleur et de noir et blanc. Oui. Parce que vous n'aviez pas assez d'argent, donc les scènes extérieures étaient en couleur et les scènes intérieures en noir et blanc. Alors, là aussi, encore une fois, à l'époque, c'était les débuts de la télé couleur. C'est ça. Et il y avait les gens n'achetaient que des films en couleur pour la télé. Les films en noir et blanc n'intéressaient plus personne. Et il y avait un producteur canadien qui était en France et achetait tous les films en couleur. Et il vient me voir, il me dit, oui, vous préparez une histoire d'amour. Je dis, oui, est-ce qu'elle est en couleur? Je dis, non, elle est en noir et blanc. Il me dit, ça m'embête. Si le film était en couleur, je pourrais vous l'acheter. Vous voyez, si le film est en couleur. Je lui ai dit, écoutez, le film sera en couleur. Et donc j'ai tourné la moitié du film en couleur et l'autre moitié en noir et blanc. Ce qui fait que les critiques ont trouvé ça génial. Voilà. Oui. C'est de l'art contemporain. D'ailleurs, ça c'est une parenthèse personnelle parce que c'est mon arrière-grand-oncle. Du coup, ça m'a amusé. Je crois que c'était l'agent d'Anouk Aimé, qui était Gérard Lebovici. Oui, un type formidable. Un type formidable. Évidemment, il était de ma famille. Mais est-ce que vous pensez vous aussi que c'est René Château qui l'a assassiné? Là, c'est un grand mystère sur lequel j'ai aucune réponse. Vous voyez ce que je veux dire? On a été tous traumatisés parce que c'était un homme qui avait un sens artistique fantastique. Il sentait les choses comme ça et bon, il est mort dans des conditions. Je crois qu'on n'a jamais su qui l'avait assassiné. Mort dans un parking, une balle dans la tête, c'est très très bizarre. Oui, ça ressemble à tous les mafieux qui ont toujours plus ou moins existé, pas simplement aux États-Unis. Voilà. Il a enlevé ses lunettes, je Il a enlevé ses lunettes. J'avais peur que ça fasse double emploi. Comme on parlait de mafieux, On aurait pu croire que c'était vous. ton sur ton, c'était pas la Et ce qui est génial, c'est quand vous voulez déposer le titre Un homme et une femme, vous dites, il n'y a aucune chance. Il doit y avoir 4000 titres comme ça qui sont déposés à la SACD. Et vous voyez, il n'y en a aucun. Et non, mais c'est encore une fois ce hasard qui joue avec moi et s'amuse avec moi parce qu'il sait que j'aime ça. Il y a des gens qui ont peur du hasard. Moi, j'adore ça. J'adore la prise de risque. Et c'est vrai, quand j'ai écrit le film, je me dis, tiens, ça serait bien si je pouvais l'appeler Un homme et une femme. Mais je me dis, c'est pas possible. Un titre aussi, un titre comme ça est forcément pris. Et voilà. Et je suis allé me renseigner. Et non, personne n'avait eu l'idée d'appeler un film Un homme et une femme. Ça, c'est le mystère et le charme de l'évidence. Voilà, c'est ça. On dit qu'une chose. D'ailleurs, est-ce qu'un bon titre peut faire un bon film? Moi, j'ai besoin du titre pour faire le film. J'aime bien les titres qui expliquent un petit peu le film. Pour moi, le titre, c'est presque un pitch. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, d'ailleurs, tous les titres de mes films sont des pitchs. Vous voyez, Les uns les autres, La belle histoire. L'itinéraire d'un enfant gâté. Voilà, et le dernier que je viens de faire, L'amour, c'est mieux que la vie. Vous voyez, donc, ce sont des pitchs. Comme Romain Gary, il ne faisait pas de film, mais il trouvait toujours les titres avant ses romans. Non, quand j'écris l'histoire, tout de suite le titre vient et après je m'accroche au titre. Mais j'ai besoin d'un titre, j'ai besoin de m'accrocher. Je veux dire, c'est le départ, c'est le spermatozoïde du film. Alors maintenant, on va un peu déboulonner des idoles. Parce qu'au départ, vous ne vouliez pas Anouk Aimé. Vous vouliez Romy Schneider. Oui. Vous l'invitez chez elle, vous l'invitez chez vous plutôt, ça n'a aucun sens, dans votre petit cocon normand. Moi, j'invite beaucoup de gens chez les autres. D'abord, ça fait moins de frais. Voilà. Et il faut dire que Romy Schneider est absolument odieuse. Écoutez, elle s'y prend très mal. Elle me dit, écoutez, je viens de lire les cahiers du cinéma, ils vous aiment pas beaucoup. Vous voyez, donc déjà au départ, elle voyait plutôt le côté négatif que le côté positif. Et puis, pour le cinéma, voir le côté négatif, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est même très très bien. Voilà. Et donc, non, mais c'est une femme charmante, hein, délicieuse. On passe un moment merveilleux, mais je sens que j'essaye de lui expliquer à un moment donné que je cherche un homme et une femme et non pas un acteur et une actrice. Il y a une grande différence. Je veux dire que si ce film a fait le tour du monde, s'il a touché tant de gens, c'est parce que justement, c'est pas un acteur et une actrice, c'est un homme et une femme qui se comportent comme les gens dans la vie. Vous savez, dans la vie, les gens, ils en font pas. Il y a que les acteurs qui en font un petit peu. Voilà. Et je me donne beaucoup de mal
pour que mes acteurs ne jouent pas. C'est un paradoxe, c'est idiot, mais je me donne beaucoup de mal. La chose qui me plaît le plus, c'est la spontanéité. Personne détient la vérité, personne. Mais la spontanéité, c'est un mi-chemin entre le mensonge et la vérité. Quand on est spontané, on peut faire dire aux gens n'importe quoi. Et la spontanéité a toutes les vertus pour moi. Et donc la spontanéité, si je veux la trouver chez un acteur, il faut que j'arrive à le convaincre que ce qu'il fait est convaincant. Voilà. Et donc je me donne beaucoup, beaucoup de mal pour que mes acteurs croient aux histoires que j'ai envie de raconter avec eux. C'est pour ça que je leur donne pas le scénario, c'est pour qu'ils connaissent pas la fin du film. S'ils ont lu le scénario, s'ils savent qu'ils vont gagner, pendant tout le film, ils vont se comporter comme des héros. C'est-à-dire, ils savent qu'à la fin, vous voyez, c'est comme un type qui jouerait demain matin, je sais pas, le rôle de Michael Jackson, et il sait qu'il est Michael Jackson. Donc, quand il débute, il sait pas. Mais il le joue déjà comme si c'était Michael Jackson. Donc, moi, je connais pas la date de ma mort. Et c'est ce qui fait le charme de la vie, vous voyez. Et c'est... Si j'avais lu le scénario de mon film, d'abord, j'aurais pas cru. Si on m'avait dit, tu vas faire 50 films, tu vas avoir 7 enfants, 7 petits-enfants, tu vas te marier plusieurs fois, tu vas rencontrer les plus belles femmes de la... Je l'aurais pas cru. Je dis, si, ils en font trop. Vous voyez, j'aurais jamais accepté ce scénario. Je l'aurais pas... Voilà. Et... La vie, c'est ça. Quand je tourne un film avec un homme et une femme, avec Anouk, Jean-Louis, ils connaissent pas l'histoire. Ils savent uniquement la première scène. Et la première scène invente la deuxième scène. Chaque seconde de ma vie a inventé celle d'après. Donc j'essaye sur un plateau de tourner le film en chronologie et les acteurs découvrent les grandes émotions en direct. Oui, c'est-à-dire, à la différence, vous tournez en chronologie. En chronologie. Mais alors, à la différence de Bresson, qui ne prenait pas d'acteurs, par exemple, s'il avait besoin d'un épicier, il prenait un épicier. Oui. Vous prenez quand même des acteurs. Non, je prends des gens qui savent déjà très bien faire ce qu'ils font. Je ne vais pas demander à un coureur de 100 mètres de courir le marathon. Donc, je prends des coureurs de 100 mètres ou des coureurs de marathon. Voilà. Mais quand je prends Lino Ventura, je veux qu'il fasse du Lino Ventura. Si je prends Gabin, je veux qu'il fasse du Gabin, sinon. Et c'est déjà tellement dur de bien faire ce qu'on sait faire. Par contre, moi, je ne suis pas un metteur en scène, je ne suis pas un directeur d'acteurs, je suis un coach. Je pense que les acteurs sont des athlètes de très haut niveau. Et moi, je suis là pour leur faire battre des records. Si demain matin, je devais tourner avec vous, cher ami, je connais vos sketchs, je sais à quel moment vous faites rire. Ce serait la fin de votre carrière. Moins, et donc, de celle de Claude, j'essaierai les deux. J'appuierai sur le bouton où vous êtes le meilleur. Vous voyez, je ne vais pas vous demander de faire autre chose. Et c'est déjà tellement dur de bien faire ce qu'on sait faire. Alors, il y a un truc quand même terrible, c'est la veille du tournage. Anouk Aimée, il y a une scène de bateau. Et Anouk Aimée veut pas tourner. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi. Elle ne veut pas tourner la scène du bateau. Elle veut rentrer. Elle veut arrêter. Alors, toute la nuit, vous appelez toutes les actrices de votre répertoire en pleine nuit. Il y a Annie Girardot qui répond à 2h du matin. Elle dit, je vais t'apporter des sandwichs, viens. Elle s'en fout complètement. Toutes vous raccrochent au nez. Déjà, pourquoi Anouk Aimée ne voulait pas tourner cette scène de bateau? Anouk Aimée est la femme la plus délicieuse qui soit, mais c'est une chieuse. Et c'est parce que c'est la plus grande chieuse de l'histoire du cinéma elle restera dans l'histoire du cinéma comme une des plus belles et plus magnifiques actrices. Elle a peur de tout. Elle a peur de tout et elle a besoin qu'on l'aime. Elle voit des... Voilà. Et donc, ça s'est très mal passé. D'abord, je l'ai prise à Paris avec ma voiture pour l'emmener à Deauville. Et j'allais très vite sur la route. Alors, constamment, elle m'a dit, vous allez trop vite. Une fois. Donc, je suis passé de 200 à 180. Après, de 180, je suis passé à 150. Et on est arrivé à Deauville à 30 à l'heure. Voilà. Et donc, elle s'est dit, ce mec, je vais m'en méfier. Notre premier contact n'a pas été bon parce qu'elle s'est dit, ce mec va trop vite. Voilà, je lui ai fait peur pendant le voyage. Et le soir, on a parlé des scènes à venir. Et à un moment donné, je lui parle de la scène du bateau, qui est essentielle, fondamentale dans le film. Et elle me dit, écoutez, Claude, je ne monte pas sur les bateaux, j'ai le mal de mer. Alors je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Elle me dit, faites comme Fellini, faites des transparences. Alors je lui dis, écoutez, moi, je ne suis pas Fellini, je n'ai pas l'argent de Fellini. Et moi, si je tourne une scène sur un bateau, on va aller sur le bateau. Elle me dit, écoutez, alors, vous la ferez sans moi. Je dis, alors, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit,
vous coupez la scène du bateau ou je fais pas le film. Ben, je dis, vous faites pas le film. Voilà. Et à l'époque, j'étais pas Claude Lelouch. J'étais un metteur en scène débutant et il fallait un sacré courage pour dire à Anouk Aimé, vous faites pas le... Donc après, je vais voir Jean-Louis Trintignant, je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, écoute, je sais pas, c'est toi le patron. Et pendant la nuit, j'ai essayé de chercher une actrice pour la remplacer. Alors, qui vous a mis des râteaux d'hôtel, Annie Girard Alors, j'ai appelé toutes les actrices de Paris qui étaient, dont je pouvais avoir le téléphone, ou etc. Et curieusement, entre 10h du soir et 1h du matin, elles sont toutes dans les boîtes de nuit, où elles sortent, où elles sont au restaurant, donc il n'y avait personne. J'ai appelé même Annie Girardot, et sa nurse me dit, non, écoutez, madame est en boîte, elle rentrera que vers 2-3 heures du matin. Voilà. Et à 2 heures du matin, Anouk m'a rappelé dans ma chambre en me disant, écoutez Claude, faisons un essai demain matin, et puis si cet essai marche, on y va. Et c'est vrai qu'à l'essai, elle a été sublime, merveilleuse, extraordinaire. Et après, elle est devenue la femme de ma vie, voilà. Avec qui j'ai pas couché. Alors c'est pour ça. Cher ami, merci pour cette précision importante. 66, alors là c'est extraordinaire, d'ailleurs Neuf m'a dit une chose que je dois vérifier. 66, un homme et une femme à Cannes, qui est d'ailleurs une demi-palme d'or. Attention. Pendant la projection, les bobines s'arrêtent de tourner, l'écran devient blanc, tous les spectateurs veulent quitter la salle, heureusement vous réussissez à la récupérer. Et Neuf m'a raconté au téléphone une anecdote que j'ai retrouvée nulle part. Il m'a dit que les bobines avaient brûlé. Non, Neuf n'était pas en forme ce jour-là. C'est un garçon charmant qui écrit très bien, mais il faut qu'il arrête de boire. Il doit avoir des petits excès de temps en temps. Les 15 minutes avant la fin du film, le film s'est arrêté. Et les gens ont cru que c'était la fin du film. Et pour moi, ça a été une catastrophe. Je me dis, c'est le déluge qui me tombe sur la tête. Et surtout que la fin est très importante. Surtout la fin sur le quai de la gare avec Anouk Aimé, qui ne savait pas qu'il y aurait Jean-Louis Trintignant. Et donc, je suis catastrophé, et je vois toute la salle qui sort. Et puis, à un moment donné, il y a un haut-parleur qui dit « Mesdames et messieurs, la projection reprend ». Et là, on a vu tous les gens qui étaient dehors revenir. Et Trintignant m'a dit « S'ils reviennent, c'est très bon signe. Parce que s'ils n'avaient pas aimé, ils seraient restés dehors. » Et effectivement, tout le monde est retourné dans la salle, et ils ont pu voir le dernier quart d'heure. Voilà. Et après, vous la connaissez. Alors, on dit, pourquoi une demi-palme d'or? Ah, écoutez, moi déjà, vous savez, je me contente de tout, vous savez. Hein. Un demi, rien qu'un demi. Voilà. Alors, on est tous les deux, avec Philippe, déjà très fiers, car on est à une poignée de main du général de Gaulle, car il vous demande une projection à l'Élysée, Oui. et il passe son temps à vous appuyer sur votre genou, je ne savais pas qu'il était tactile. Oui, on imagine pas tactile dans le monde. Non, il passe son temps à vous appuyer sur votre genou en disant c'est bien, c'est un très beau film. Il y a Yvonne de Gaulle qui pleure. Oui. C'est surréaliste. Alors écoutez, donc on est à l'Élysée avec un projecteur portatif, parce qu'à l'époque ils n'avaient pas encore une belle salle de projection. Et Malraux lui avait dit, mon général, c'est important que vous voyiez ce film qui va sûrement changer beaucoup de choses dans l'histoire du cinéma français. Bon. Et donc, je me retrouve avec De Gaulle à ma droite et Yvonne à ma gauche. Et on regarde un homme et une femme. Voilà. Et effectivement, à la fin du film, Yvonne était en larmes. Et le général met sa main sur mon genou, mais uniquement à la fin du projection, pour me dire « Claude, quelle est la race du chien ?» Voilà. Et ce qui l'avait perturbé, c'était la race du chien. Alors je lui ai dit, écoutez, mon général, je ne sais pas, parce que c'est un chien que j'ai filmé comme ça, qui était sur la plage, comme ça, qui était très loin au téléobjectif, mais je vous promets que je vais me renseigner. Voilà, donc après 1h30, 2 heures de film, j'étais... voilà, donc... c'est un sévère, non? Voilà, mais à côté, il y avait Madame de Gaulle qui était en larmes, Yvonne qui m'a dit que c'était une merveilleuse histoire d'amour et qu'elle me remerciait d'être venue. Voilà. Mais... Alors, à ce moment-là, Truffaut dit il y a une manière de filmer avant et après un homme et une femme, l'enfant de la nouvelle vague qui a le mieux grandi. À propos de vous. Alors, il faut raconter aussi une anecdote assez étonnante. Vous êtes à Cannes, je ne sais pas si c'est la même année, où vous allez voir Orson Welles à Cannes. Bonjour.
C'est moi, Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Vous allez le voir, Orson Welles à Cannes, dans les coulisses. C'est merveilleux, comme si j'allais vous voir. Citizen, remettez vos lunettes. Oui, très Mais, bien. le seul problème, Rosebud. c'est qu'Orson Welles est ivre mort. C'était le soir du palmarès. Oui. Et mon film avait battu Falstaff, le film d'Orson Welles, évidemment. Falstaff, oui, c'est ça. Puisque donc moi j'ai à l'époque 26 ans, et il y a le grand Orson Welles, on est dans les coulisses, on attend le palmarès, et je vois Orson Welles, qui est pour moi un monument, et donc je vais le voir, presque pour lui demander un autographe, comme ça, et il avait dû boire un petit coup, voilà, donc il m'ignore complètement. Voilà, c'est à peine s'il me dit bonjour, et puis 5 minutes après, on m'appelle pour me donner la Palme d'Or. Ce qui fait que quand je reviens aux coulisses, cette fois, c'est lui qui me prend dans les bras et me faut sauter en l'air. Oui. Voilà. Donc j'ai compris très vite ce soir-là que la Palme d'Or allait rassurer tous les imbéciles. Voilà. Alors, il y a quand même... Alors ça devait être avant la Palme d'Or, je ne suis pas dans l'ordre. Est-ce que les cahiers du cinéma sur Un homme et une femme, où ils disent « Où quelques belles idées se mordent désespérément la queue en quête d'auteur, un cinéma débile, un amoncellement obstiné de plans gratuits, une incohérence et un désordre, le louche et la maladie du cinéma sont cancer. » C'était avant ou après la Palme d'Or, ça? Non, c'est après la Palme d'Or. Ah, quand même. Oui, c'est après la Palme d'Or, mais vous savez bien que les cahiers du visionnaire sont des visionnaires. Voilà. Hein. Et donc, une fois de plus, le temps leur a donné une fois de plus tort. Et les critiques d'une manière générale. Voilà. Non, mais je veux dire que par là, ils ont été les seuls sur la terre entière à pas aimer ce film. Voilà. Donc, on peut se méfier. D'ailleurs, Piala dit une chose sublime sur le film. Il dit « Je louche m'ennuie. Il fait le cinéma que je rêve de faire. » Et vous racontez un truc assez terrible d'ailleurs sur Piala, qui lui est arrivé quand il avait 18 ans. En octobre, c'est une parenthèse, mais vous racontez ça dans vos mémoires. En octobre 1944, il a 18 ans, il rentre chez lui, il voit la table de la cuisine, il y a 50 francs, un kilo de pommes de terre et un mot « Cher Maurice, nous sommes obligés de disparaître. » Et il ne reverra plus jamais personne. Alors ça, c'est un peu plus drôle. Vous avez dit encore que je fais des raccourcis. Mais c'est pas, je vous laisse. Non, mais j'ai compris le principe. Avec Ariane Mouchkine, sur une île infectée de serpents, en Amazonie, on est d'accord? Vous étiez sur un avion qui a eu un problème d'essence et qui a dû se poser sur une île complètement perdue, infectée de serpents en Amazonie. Et là, vous arrivez dans une sorte de tribu autochtone où on vous propose de manger du crocodile. Ouais. C'est Tintin, là. Ça, oui, c'est Tintin. Alors, c'est pas avec Ariane Mouchkine, c'est avec Alexandre Mouchkine, son père. Ah, pardon. C'est pas pareil. Parce que, après, vous dites que le crocodile a eu un effet aphrodisiaque. Alors, donc j'étais, oui, et effectivement... C'était le grand producteur. Et alors, moi, j'ai adoré le crocodile parce que c'est une sorte de langouste, bien grillée, comme ça. C'est aussi bon que la langouste. Et à chaque fois que je mangeais du crocodile, il y avait toute la tribu qui était là, et les femmes étaient mortes de rire. Et plus je mangeais de crocodile, et plus ça riait. Alors, à un moment donné, je pose la question et j'apprends que le manger du crocodile, c'est aphrodisiaque. Mais il faut manger des crocodiles frais. Vous voyez, il faut les consommer sur place, parce que sinon, on aurait monté un restaurant de crocodile à Paris. Ça, oui. Mais ça n'aurait pas marché. Ça n'aurait pas marché. Il ne faut pas emballer, c'est pour consommer tout de voilà. suite. Et c'est vrai que cette nuit-là, on a eu du mal à dormir. Voilà. Mais vous y avez pensé, parce que le crocodile doit se manger 30 minutes après l'avoir tué. Ça, c'est même pas du crocodile frais. Non, il faut le manger quand il est frais et presque cru, voilà. Et donc, il est aphrodisiaque, voilà. Donc, pour ceux qui ont des petits problèmes et qui n'ont pas de Viagra, essayez le crocodile. C'est pour ça, paraît-il, que les joueurs de tennis ont une très bonne réputation. Ah bon? Je vous laisse décresser. Oui, voilà. J'avais compris. Merci. C'était pas au niveau, là. Mais c'est ça que tu aimes. C'est pour ça que sinon, je serais pas là. Parfois, j'ai honte. Alors, d'ailleurs, à propos, vous allez voir que vous êtes face à quelqu'un de violent. Donc, ne faites pas le malin avec vos lunettes de mafieux. Voilà, remettez-les. Alors, un journaliste d'Europe 1 révèle votre liaison avec Annie Girardot. Et vous lui dites
le jour où nous nous rencontrerons, ce sera peut-être dans 1 semaine ou dans 10 ans, je te pèterai la gueule. Ça, c'est le genre de truc qu'on pourrait un peu dire. Surtout nous. Ah bah moi j'ai déjà dit à un critique. Ah oui, vous l'avez fait. Non, parce que je l'ai jamais vu. Ah oui. Je l'avais dit au téléphone. Moi j'ai dit à trop de monde, donc il y a une liste d'attente. Mais alors, non mais ce qui est génial, c'est que vous le croisez chez Régine, 4 ans après, même 4 ans après, ce journaliste européen, vous dînez avec Lino Ventura à l'époque, et vous lui éclatez l'arcade sourcilière, il vous fait un procès, et vous êtes condamné à quoi ? 1 franc de dommages et intérêts. Oui, un franc symbolique de dommages et intérêts. 1 franc de dommages et intérêts, parce qu'au procès, il a menti, il a essayé de faire croire au président que j'avais un coup de poing américain. Et évidemment, le mensonge était évident, et le président tout de suite a dit, bon, écoutez, on va calmer. Mais j'aurais pu effectivement... Non mais je comprends ça. Non, mais parce c'est... Vous savez... Oui. À l'époque, donc j'avais une histoire avec Annie Girardot. Voilà, donc parlons franchement. Et puis je le croise dans un ascenseur à l'hôtel du Golfe à Deauville. Et comme c'était un ami que je connaissais bien, Edgar Schneider, n'ayons pas peur de citer son nom. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Comment ? Non, il est mort. Paix à son âme. Et donc, je vais le voir, je lui dis, écoute Edgar, Annie est mariée, moi aussi. Je sais que tu as une chronique sur Europe 1. J'espère que tu auras l'élégance de n'avoir rien eu mieux. Mon cher Claude, évidemment, tu me connais, tu sais ce que c'est que l'amitié, évidemment. Mais comme je suis un peu méfiant, le lendemain, j'écoute Europe 1 et finalement, il balance tout. Voilà. Alors, je l'ai appelé au téléphone, bien sûr, en lui disant, écoute, un jour, je vais te recroiser, forcément, comme tu es mondain, on va se croiser quelque part. Alors, si je te croisais tout de suite, je pourrais faire le pire, mais peut-être qu'avec le temps, les choses vont... Mais quoi qu'il arrive, le jour où je te croiserai, je te mettrai mon poing dans la figure. Voilà. Et 4 ans plus tard, il y a eu un combat Monzon-Boutier à Colombes. J'étais à ce combat avec Lino Ventura et Charles Gérard, et il y avait Régine, qui était également au bord du ring, qui me dit, Claude, après le combat, si tu veux, je reçois quelques copains chez moi, ça serait bien avec Lino, je vous mets une table. Évidemment, après le combat, on est allé chez Régine, et il y avait ce fameux Edgar Schneider qui était là. Voilà, qui me faisait des signes très gentils de loin, d'un air de... Comme s'il avait... Ouvre la bouche, ferme les yeux. Voilà, comme s'il avait oublié l'événement. Et à la fin du repas, évidemment, je suis allé le voir, je lui ai dit, tu te souviens de ce que je t'avais promis? Voilà, et je lui ai mis mon poing dans la figure. Alors, je lui ai ouvert la tête, évidemment. Il m'a fait un procès. Et comme au procès, il a menti devant tout le monde, le président m'a dit, monsieur... Il serait gentil de donner 1 franc de dommages et intérêts à M. Edgar Schneider. Il n'y a eu aucune conséquence sur ça. Voilà. Encore une fois, ce jour-là, sans conséquence. Le grand metteur en scène était avec moi. Tous les gens qui nous disent qu'il ne faut pas péter la gueule des gens, comme quoi ce serait dangereux. Après, il a eu l'arcade sourcilleuse. Voilà. Il a fait attention. Très, très attendant. Non, mais enfin... Des jeux d'arcane. Alors, justement, à Cannes... 67. Alors, c'est drôle parce qu'en fait, c'est les magouilles du Festival de Cannes. J'ai vu que vous avez surtout cherché tout le négatif. Oui, exactement. Ouais. J'ai cherché tous les trucs qui balançaient un peu, qui étaient un petit peu tordus. Un peu ne vous inquiétez pas, Claude. Non, mais j'ai compris. And the Oscar goes to... C'est comme Mitterrand qui avait 2 avocats, un pour le droit, un pour le tordu. Non, parce que moi, je suis un spécialiste du positif. Ah bah... Je m'intéresse au train qui arrive à l'heure. Oui. C'est ce que j'ai remarqué. D'ailleurs, non, pour dire la vérité, c'est ce qu'on a remarqué. On a lu à la fois vos 2 autobiographies, vous en avez fait 2. Non, mais ça m'amuse. Et vous avez fait, il y a une biographie de vous qui est très différente, où il y a justement tous les trucs qui... Par ma Cannes en 67, tout le monde veut vous faire voter Antonioni. Et là, vous dites hors de question qu'on me dise pour qui je vais voter. C'était la Chine? Non, c'était Blow Up. Ah, c'était Blow Up, oui. Non seulement votez pas pour lui, mais si mes infos sont bonnes, vous rachetez les droits du film concurrent qui s'appelait J'aime rencontrer des tziganes heureux. Alors, je suis l'année d'après Un homme et une femme, évidemment, comme j'avais la palme, j'étais dans le jury. Et il me dit, écoutez, je suis un peu embêté parce qu'on a un peu promis la palme d'or à Antonioni.
Et j'apprends effectivement de la bouche de ce directeur qui a fait le Festival de Cannes, qui a été un grand directeur du Festival de Cannes. C'est lui qui a fabriqué le festival. Et il me dit, mon cher Claude, si je ne faisais pas certaines promesses, il n'y aurait pas de grand film à Cannes. Voilà. Et il y avait un cahier des charges. Voilà. Alors je lui dis, écoutez, comme moi je ne veux pas rentrer dans ces combines, je vais donner ma démission du jury. Voilà. Vous vous rachetez ici. Hein. Voilà. Et donc, comme j'ai pas envie que les choses se passent mal, je vais dire que j'ai acheté le film de Petrovitch pour le distribuer et donc que je ne peux plus juger. Voilà. Et donc j'ai préféré me retirer comme ça. C'est comme ça que nous sommes arrivés. Et Blow Up a eu la Palme d'Or. Mais Petrovitch a eu tous les autres prix. Mais j'avais négocié quand même le prix spécial du jury et tout ça, voilà. Alors, 68, là c'est assez étonnant, parce que vous devez annoncer qu'il n'y aura pas de festival, et que vous devez annoncer en gros que vous soutenez les révoltes d'ouvriers et d'étudiants, sauf qu'à l'époque, vous rouliez en Porsche, vous aviez déjà un yacht, et vous alliez entre deux assemblées ouvrières en Porsche. Bah, ça fait rêver les ouvriers. Alors, en 68... Vous allez sous le Porsche, les ouvriers. En 68, au moment où il y a ces événements que nous connaissons, moi, je suis en plein succès. Oui, c'est ça. Je viens de faire Un homme et une femme qui a fait le tour du monde, Vivre pour vivre qui casse la baraque. Donc, je suis un cinéaste riche. Mais ça m'empêche que... avec Truffaut, avec Godard, avec tous les Polanski, tous les gens qui étaient à Cannes ce jour-là, on décide d'arrêter le festival. Et en plus, moi, je venais de faire le film sur les Jeux Olympiques, puisque j'avais fait le film officiel sur les Jeux Olympiques, qui devait être présenté à Cannes cette année-là. Et c'est moi qui étais chargé après d'aller annoncer au directeur du Festival de Cannes qu'on arrêtait le festival. Et ma réponse à mai 68, c'est l'aventure, c'est l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure, et Smix Max Mock, qui sont les deux films que je fais derrière, sont ma réponse à ma vision de 68. Alors, l'aventure, c'est l'aventure, chanson merveilleuse, c'est que vous aviez proposé le premier rôle à Tapie. Oui. Alors, à l'époque, j'avais eu la chance de rencontrer Bernard Tapie. J'avais à l'époque une salle de projection que j'ai toujours, 15 avenue Hoche, que je loue à tous les professionnels de ce métier. Et un jour, Charles Gérard me dit, écoute, il y a un gars là qui voudrait louer notre salle de projection tous les jeudis. Est-ce que tu peux lui faire un prix ? Et il me dit, voilà, il faudrait le... Alors je lui dis, oui, mais qu'est-ce qui passe comme film ? Il me dit, il passe pas de film. Il loue la salle, et il invite des gens, et je sais pas ce qu'il leur vend. Alors, je lui dis, écoute, je vais aller voir ce qu'ils vendent. Et je descends dans la salle, et je vois Bernard Tapie pour la première fois. Jeune, fringant, intelligent, brillant, courageux, qui vendait des cartes bleues et expliquait à des gens que s'il achetait 1000 frigos en même temps, il aurait des prix. S'il achetait 1000 voitures en même temps, il aurait des prix et qu'il pourrait faire bénéficier ces gens-là de ces prix. Et effectivement, il vendait des cartes bleues à la sortie et je me suis dit, mais c'est le plus grand acteur du monde. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi convaincant. Qu'est-ce que je demande à un acteur ? C'est d'être convaincant. C'est ça un grand acteur. C'est quelqu'un qui est... Et donc, je vais le voir après en lui disant, écoutez, j'ai assisté à votre prestation, là. Est-ce que vous voulez pas tourner dans mon film ? Là, je prépare un film qui s'appelle L'aventure, c'est l'aventure. J'ai un rôle de frimeur formidable qui vous irait formidablement bien. Et Tapie me dit, formidable. Ah oui, génial, etc. Et le seul problème, c'est qu'il ne pouvait pas se rendre libre pendant 8 semaines. Il était libre que pendant 5 semaines. Donc, il n'a pas fait le film et j'ai pris Aldo Machon à la place. Ce qui était une très bonne idée aussi. Très bonne idée aussi. Et alors, vous l'avez retrouvé, Tapie, dans Homme-Femme, Mode d'emploi. Oui. Et alors là, vous lui confiez le rôle principal à Tapie, et les séances sont interrompues par des gaz lacrymaux. Les gens se font agresser au guichet. Alors, au moment de la sortie du film, effectivement, l'image de Tapie n'était pas très bonne. Voilà. À l'époque, on lui reprochait beaucoup de choses. Et les gens faisaient des manifs à l'entrée des cinémas avec des pancartes en disant « Vous n'allez pas donner 3 francs à Tapie » puisque les gens avaient appris qu'il aurait 3 francs sur chaque entrée. Et donc, il y avait des vrais manifs, mais ça n'a pas empêché le film de bien marcher. Alessandra Martinez.
Pierre Arditi. Caroline Salier. Tiki Olgado. Ophélie Winter. William Lémergie. Clotilde de Bézère. Antoine Duléry. Gisèle Casatsu. Agnès Soral. Et oui. Christophe Aymon. Anouk Aimé. Salomé. Tata. Alors bien sûr, ce monsieur ne se retournera que le jour de la sortie. Les surprises, c'est les surprises. Alors je vous donne rendez-vous bien sûr prochainement sur cet écran pour 2 heures de bonne humeur. Et je tiens à vous dire tout de suite que ce plan ne sera pas dans le film. C'était tout simplement pour moi un prétexte pour vous présenter tous ces merveilleux comédiens qui m'ont accompagné dans cette aventure et qui, je l'espère, vont vous faire rire, mais rire. Il y a l'enterrement là, il faut y aller. Allez, allons-y. Allez, on y va. Alors n'oubliez pas, Hommes, femmes, mode d'emploi, une comédie tendre et cruelle sur nos amours, nos emmerdes, nos espoirs. À très bientôt. Voilà. Ça a fait marcher le film plutôt, non? Non, on a perdu quelques clients parce qu'il y avait quand même quelques abrutis qui n'osaient pas rentrer dans la salle. Mais c'est vrai qu'à l'époque, et quelques mois après, Tapi est allé en prison, et après avoir été en prison, il est ressorti comme un héros. Voilà. Et en ce moment, il traverse une période qui mérite tout le respect. Tout le respect, car il fait preuve d'un courage extraordinaire face à tous les imbéciles qui essayent de nous faire croire le contraire. Voilà. Il y a une histoire aussi avec Chaplin qui est formidable. Chaplin va dans votre cinéma et il vous prend pour le portier. Oui. Et alors là, comme on lui dit, c'est Claude Lelouch, il s'excuse, il dit « J'adore tous vos films, je suis votre plus grand fan ». Comme il a du mal à marcher, je le prends dans mes bras. Et comme il y a des escaliers à descendre pour aller à la salle de projection du 15 avenue Hoche, je porte vraiment Chaplin dans mes bras. C'était pour moi le plus beau des Oscars, c'était d'avoir Chaplin dans mes bras. Et puis je le pose dans la salle, et là, il croit que je suis le portier, il sort $10, il me donne un pourboire. Voilà. C'était un lion. Voilà, et donc j'ai refusé évidemment le pourboire. Et entre-temps, on lui a expliqué que j'étais Claude Lelouch et que j'avais fait Un homme et une femme. Donc, comme Chaplin devait être aussi un grand faux cul, quand je suis venu le rechercher pour le ramener à sa voiture, il m'a dit « J'ai vu le film 20 fois ». Voilà. Et après, plus tard, vous avez croisé sa fille et vous avez demandé est-ce que c'est vrai. Elle vous dit Chaplin n'a jamais vu aucun de vos films. Oui, parce qu'il allait voir que les films de Chaplin. Voilà, oui, c'est ça. Tout à fait. Les autres films ne l'intéressaient pas. On n'en sait rien. Hein. Voilà. D'ailleurs, quand il faisait des projections pour les enfants et les petits-enfants, il passait que les films de Chaplin. C'est comme Léo Ferré qui n'allait voir que des concerts de Léo Ferré. Il disait c'est comme si un plombier allait voir travailler un autre plombier. Ça n'aurait aucun sens. Voilà. Alors, il y a une. C'est pas difficile, c'est pas facile quand tu es sur scène d'aller voir ton propre concert. Oui, ça c'est. C'est un peu comme le gars qui fait du vélo et qui s'arrête pour se voir pédaler, c'est pas possible. Absolument. Il y en a qui ont essayé. Non mais je m'en fous, moi, qu'il y en ait qui a essayé. Ils ont eu des problèmes. Mais si on y réfléchit. La vie, c'est comme le vélo. Oui. Hein? Dans les côtes, on rêve de descente et sur le plan, on se fait chier. Oui, c'est vrai. Comment vous allez reprenez, oui, ils s'embourbe dans des anecdotes, ils pédalent dans du vide et là vous relevez ça. Il faut suivre sa pente mais en la remontant, mais à vélo c'est pas fastoche. Alors ça c'est très drôle, c'est un film qui s'appelait Pour Hôtel. Comment? Hôtel. Ah oui. Alors vous avez voulu construire un hôtel factice pour le film, ça s'appelle Hôtel. Et là on vous dit que construire un hôtel factice, ce sera plus cher que de construire un vrai hôtel. Le problème, du coup, c'est que si vous construisez un vrai hôtel, ça va prendre 3 ans de construire un vrai hôtel. Et donc, au fur et à mesure de la construction de l'hôtel, vous oubliez complètement l'idée du film, et quand l'hôtel est fini, vous n'aviez aucune envie de faire ce film qui s'appelait Hôtel. Tout à fait. J'avais l'idée d'un film qui se passait entièrement dans un hôtel. Et c'est formidable qu'entre ceux qui servent et ceux qui viennent passer du bon temps, on peut raconter toute l'histoire du monde. Et c'est une merveilleuse métaphore, donc j'avais très envie de faire ce film qui s'appelait L'Hôtel. C'était le Club 13 à Tourgeville. Qui existe toujours? Voilà, qui existe toujours, qui est merveilleux. J'y suis allé, mais je ne dirais pas avec qui, je ne dirais pas les noms. Évidemment. Ça a défilé. Hein. Ça a défilé. Oh,
Elles s'en souviennent plus, mais moi je m'en souviens. Voilà. Et donc, la construction de l'hôtel a duré 3 ans, et en 3 ans, j'avais plus envie de faire ce film. Voilà. Et vous avez gardé l'hôtel après? J'ai gardé l'hôtel, je me suis retrouvé avec un hôtel. Hôtel très agréable. Très agréable. Alors maintenant, on va parler aussi de votre passion pour la conduite. Je crois que c'est Labro qui m'a raconté qu'il faisait des courses de voiture avec Johnny sur le périph'. Et Barbelivien m'a toujours dit que Johnny conduisait très bien. C'est vrai. Alors je sais, vous confirmez? Je confirme que Johnny conduit très bien, oui. Les motos aussi. Alors on ne sait pas si vous conduisez aussi bien. Vous aviez un film qui s'appelait Si c'était à refaire, où il restait 9 minutes 30 secondes à combler. Et là, vous décidez de faire une course de voiture dans Paris. Vous prenez à 5h du matin des talkie-walkie que tout le monde a un peu partout pour se parler, pour être sûr qu'il n'y a personne. Sauf que le problème, c'est que les talkie-walkie ne marchent pas, qu'il y a des gens à 5h du matin, et que le préfet vous convoque et vous dit que vous allez aller en tôle. Mais il est formidable pour les raccourcis. Non, mais il est bien renseigné. C'est bien parce que ça sème une confusion dans ma tête. Je me demande si c'est comme ça que ça s'est passé. Oui, parce que les anecdotes partent d'un fond de vérité, mais elles ne sont pas complètement conformes. Alors, et depuis très longtemps, je rêvais de filmer une traversée de Paris. Je suis né à Paris, j'aime Paris, et c'est la plus belle ville du monde, et je dis, ça serait formidable qu'on puisse montrer Paris en un seul plan, en 10 minutes. Et donc j'ai l'idée d'un type qui est en retard à un rendez-vous amoureux et qui, pour arriver à l'heure à ce rendez-vous, va prendre tous les risques. Voilà. Et donc j'accroche ma caméra sur le pare-choc de ma voiture et à 6h du matin, au mois d'août, je traverse Paris à 200 à l'heure. Voilà. Et j'avais mis effectivement Elie Chouraki, qui était mon assistant à l'époque, avec un talkie-walkie au guichet du Louvre, parce que c'est le seul endroit où il n'y a pas de visibilité. Il y a un petit tunnel dans lequel il faut passer, et là, je ne voyais pas à droite et à gauche si des voitures pouvaient arriver. Quand vous arrivez sur un feu rouge, s'il n'y a rien à droite et à gauche, vous pouvez passer. Les flics, toute la journée, font ça avec leur bagnole. Ils grillent des feux rouges. Voilà. Et donc, au guichet du Louvre, je n'avais pas de visibilité. Donc, j'ai mis Chouraki avec un talkie, et heureusement, je suis passé sur un verre, parce que après le tournage, Chouraki m'a dit que quand t'es passé, le talkie était en panne. Voilà. Et quand même, le préfet vous convoque, vous fait la liste de toutes les infractions que vous avez faites, et vous dit « J'ai adoré votre film ». Voilà. Alors, le préfet de police me convoque, parce que quand le film sort, j'ai eu la bonne idée de mettre au début du film, ce film a été fait sans aucun trucage, ni aucun accéléré. À ce jour, ce plan de cette traversée de Paris reste la plus grande cascade de l'histoire du cinéma sans trucage. Ouais. Ouais. Et donc, effectivement, le préfet de police me dit, s'il n'y a pas de trucage, les 18 feux rouges, vous les avez grillés. Ils avaient compté les feux rouges. Je dis oui. Alors, il me dit, soyez gentil, donnez-moi votre permis. Donc, je donne mon permis au préfet de police. Et il me dit, je vais le garder 5 minutes. Parce que si je ne vous le rends pas, mes enfants ne vont plus me parler, ils aiment trop le film. Voilà. Mais il m'a retiré le permis de conduire pendant 5 minutes. Voilà. Et alors, là, comme on est dans les anecdotes routières, il y en a une qui est géniale. Vous êtes sur la route de Nice, sur la baie des Anges, et vous pensez à votre prochain film, et vous dites que Delon, ça serait bien comme acteur principal. Et vous roulez, et il y a un accident de voiture, il y a une moto qui s'est écrasée par terre, avec le mec qui est là par terre. Donc vous vous arrêtez, et vous regardez qui est le mec. Oui, alors encore une fois, ça fait partie, vous voyez, on dirait c'est un film invraisemblable, La vie de Lelouch. Je ne sais pas qui a écrit le scénario de la vie de ce mec, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais sur la Côte d'Azur, je vais chercher Marthe Keller à l'aéroport de Marignane, car j'ai eu la chance de côtoyer Marthe Keller de très près. Marignane, 1515. Merci. Et à un moment donné, Marthe Keller me dit, est-ce que tu connais Aix-en-Provence ? Elle ne connaissait pas Aix-en-Provence. Je lui ai dit, écoute... À l'époque, j'avais une très jolie voiture. N'ayons pas peur des mots, c'était une Ferrari. Et donc, je quitte Marignane et je vais à Aix-en-Provence. Il est 11h du soir. Et à un moment donné, il y a un motard devant moi qui fait une embardée et part dans le champ. Voilà. Et donc, je m'arrête. C'est pas moi qui l'ai percuté. Je cours vers ce motard. Je le récupère et c'est Alain Delon. Voilà. Donc, encore une fois... j'ai ramené Alain Delon chez lui, ami Haïdarc, qui était à Aix-en-Provence ce soir-là. Et une fois de plus, les hasards, les coïncidences et le grand scénariste m'offraient un événement qui était incroyable. Il y avait une chance sur 1 milliard pour que le motard soit Alain Delon. Et vous n'avez pas fait de film avec Delon ? Alors, on n'a jamais fait de film ensemble.
On n'a jamais fait de film ensemble parce qu'on ne s'est jamais mis d'accord sur les contrats. Voilà. Tout ça a été une histoire d'argent. On peut le raccompagner gratuitement, mais le reste... Alors d'ailleurs, à propos de... Pour finir, 2 anecdotes. Vous avez fait un film qui s'appelait Tout ça pour ça, où vous montez une tente. Ça a été avec Fabrice Lucchini. Et là, c'est très amusant parce que oui, c'est une scène un peu libertine et vous dites à Lucchini, vas-y, comme une répétition. Ouais. Et Lucchini lance quelque chose d'absolument incroyable dans cette scène. Oui, alors encore une fois, c'est ce qui fait le cœur de mon cinéma. Vous savez, quand j'engage des comédiens, je leur dis, je ne sais pas si vous aurez le premier rôle, ou le deuxième, ou le troisième. Si au fur et à mesure du tournage, les comédiens que j'adore, je grossis leur rôle, et ceux qui me déçoivent un peu, j'ai tendance à rétrécir. Voilà. Et c'est vrai que sur Tout ça pour ça, Lucchini était en pleine forme. Je le trouvais absolument délirant, fou, et j'en ai profité. Voilà. Et à un moment donné, on a cette scène sous une tente à 3000 mètres d'altitude, où il y a 2 couples qui vont passer la nuit ensemble, et je dis à Lucchini, ça serait pas mal qu'on fasse une scène assez libertine, voilà, et que comme ça va mal avec ta femme et que ça va bien avec la femme du copain, essayons de trouver le moyen de réunir ces 4 personnes, voilà, et donc on est vraiment face à une scène de libertinage avec un couple qui est d'accord et un couple qui n'est pas d'accord. Donc il faut trouver l'humour. Et Fabrice trouve l'idée formidable. Et donc je lui dis, écoute, on va travailler sur cette scène, mais avant de travailler, on va faire une répétition. Et en fait, comme je sens que Lucchini est en pleine forme, je sens qu'à la répétition, il va y aller à mort. Et donc je fais semblant de tourner. Je prends ma caméra et je dis, écoutez, Et donc les 3 autres ne savaient pas qu'on tournait. Et Lucchini non plus. Les 4 comédiens ne savent pas. Et comme ils pensent tous que c'est une répétition, ils se lâchent. Et comme ils se lâchent, ça fait la scène dont vous parlez aujourd'hui. Voilà. Je sais pas, j'ai une barre là. Mais ça va, c'est rien. Attends, je vais te faire un massage pour la main de tête. Hein? Francis, qu'est-ce que vous nous faites là? Là. Oui, bah plutôt là. Peut-être qu'il faudrait le sucer. Pourquoi vous essayeriez pas de le... Non mais moi je peux me retourner. On se retourne, c'est vraiment pas drôle, ok? Vous allez pas flipper parce que, écoutez Alexandra, c'est pas une petite turlute qui... C'est quand même mignon, moi, si vous pouviez le sucer à... Je rêve. Bah oui. Oh, je suis dans un état, les enfants. Je suis dans un état. J'ai envie de baiser. J'ai envie de baiser. Alors soit on dort ou soit on y va. Vous êtes au courant de l'échangisme? Je vais vous expliquer. C'est un truc très simple. Ils sont pas branchés. Il va avoir un infarctus. T'inquiète pas, je les embrasse. Mais non, mais... Alexandra. Écoutez, touchez votre femme, vous serez gentil. Oh, elle est effrayante. Elle est effrayante. Mais suce-le. Ça serait tellement drôle. Vous êtes plus à Lyon, vous êtes à la montagne, on peut se détendre. On peut se détendre? Mais oui, on peut se détendre. C'est pas parce que vous le suceriez à fond qu'il y aurait quand même un problème d'une... Il n'y a aucune vulgarité. Moi, je peux absolument... Ok, chiche, on y va. Comme ça, vous arrêtez. Ok, on y va. Allez, hop. Oui, allez. On se déshabille. Allez. Voilà. Attention, la lampe, ça... Attention, allez-y. Bon, je déshabille qui, moi? Et puis lui qui dit rien. Francis, vous pourriez vous laisser aller. Elle, d'abord, au début, elle vous lécherait très, au début. C'est pas obligatoirement une turlute objective. Ça peut être quelque chose d'affectueux. Mais ça va s'empirer. Mais pourquoi vous avez mal? Il faut le sucer. C'est démodé, vraiment, arrêtez. C'est vraiment démodé, arrêtez vos conneries. Franchement, bon. Ils sont pas franches. T'as mal à la tête, mais ça te fait rire. T'arrêtes, vous arrêtez, non, vraiment, vous arrêtez. Oh, mais moi, j'aimerais bien qu'on me suce. Parce que je voudrais... Ah, j'en peux plus, j'ai les pommes de terre au fond du sac. J'ai besoin de baiser, il n'y a que ça qui détend. Mais pourquoi tu... Comment on dit en italien avaler la fumée? Il n'y a rien de vulgaire. Vous savez, des clichetons. Franchement, moi, franchement, ça m'excite pas du tout. Vous soyez là en train d'embrasser votre femme, j'en ai rien à foutre. Vous fermez votre gueule maintenant, j'ai envie de dormir, ok? Tu te calmes. Je me calme, mais moi, j'ai envie comme ça. Bon. J'attends 2 secondes. Oh, mais je suis dans un état d'excitation. N'essayez pas de dormir, ça ne marche pas.
touche le sexe de ton homme. Calme-toi. Tu veux que je touche le sexe de mon homme? Tu Allez, vas l'avoir. suce-le. Ok, allez, hop. Merde, je sais pas ouvrir ces trucs là. Moi, j'y comprends rien à la D'abord, montagne. Je suis voilà. incapable. Oh là là, oh là là. Mais tu es folle ou quoi? Laissez-vous faire. Francis. Mais enfin, ça m'est jamais arrivé. Ah, mais t'es vous- trop habillé. Mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Oh, mais c'est... Bah, la pleine lune, c'est pas une légende. Mon Dieu. Ça va ton cœur? Attends, parce que tu vas pas nous faire un Bah oui, tu vas infarctus, pas faire un en plus. infarctus maintenant. Finissez-le. Tu vas bien? Le mal à la tête, c'est passé. Scène de grâce, On peut dormir maintenant. Vous êtes gentil, vous le finissez parce que ça, c'est extrêmement mauvais. J'ai le droit de faire ce que j'ai envie avec mon mari quand même. Vous allez pas me dire ce que je dois Moi, faire. je peux pas le finir. Vous êtes gentil. Bah pourquoi pas? Ça vous plaît les couples échangistes comme vous dites, alors vous y allez. Mais si c'est le vôtre. Moi, je peux le sucer. Elle est folle. Tape. Allez, bonne nuit les enfants. On dort et on se détend et ceux qui ont envie ne font pas de bruit. Encore une fois, c'est parce que si on avait répété cette scène, et si on l'avait tournée, on l'aurait nettoyée, on l'aurait enlevé les mots qui choquent, on se serait auto-censuré. Et je sentais que Lucchini avait envie de déconner, je le sentais en pleine forme, et je ne sais pas, encore une fois, c'est mon instinct qui a été plus fort que mon intelligence. Et j'ai appuyé sur le bouton de la caméra. Je savais, j'ai dit à mon chef opérateur, on va tourner la répétition. Mais j'ai pas prévenu les acteurs. Donc tout le monde s'est lâché. Ils se sont dit c'est une répétition. Et c'est vrai qu'il y a des répétitions sublimes. Et c'est pour ça que cette scène aujourd'hui est devenue une scène Mais culte. c'est exactement comme le direct à la télévision, on en parlait avec Philippe. Aujourd'hui, le drame des émissions de télévision, c'est qu'elles ne sont plus en direct. Et quand on n'est pas en direct, on s'auto-censure, on C'est censure. terrible. Oui, paradoxalement. Voilà, Parce qu'on paradoxalement. pourrait penser qu'on se censure. Mais parce qu'on se c'est ce qui a censure. fait le charme des grandes émissions de télé d'antan. Bien sûr. C'était qu'on était en direct. Et aujourd'hui, tout est monté, surmonté. Et, Et alors, il y a beaucoup de scènes mythiques dans votre filmographie, cher Claude Lelouch, mais alors il y a cette scène extraordinaire de itinéraire d'un enfant gâté. Gâteau. C'est vous qui êtes gâteau. C'est parce que je dois avoir envie de sucre. Oh, je vous en prie, ne riez pas. Sur le cinéma, c'est qu'à un moment donné, la spontanéité n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Voilà. Et ce jour-là, Jean-Paul et Richard étaient de bonne humeur. On avait fait une journée de tournage formidable. Donc, c'était un bonus. Et on a fait la scène du film. Et dans cette spontanéité, pour finir sur ça, il y a aussi même la météo. Vous êtes le seul cinéaste qui ne tournait pas en fonction de la météo. Et Claude Sautet disait, s'il pleut dans les films, c'est car j'ai vu Un homme et une femme. Et tous les critiques disent, il pleut dans les films de Lelouch. Car quelle que soit la météo, vous filmez de la même manière, la même scène, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il bruine. Ben, c'est comme dans la vie. Moi, j'ai 83 ans. Et je suis passé à travers les gouttes. Donc je devais avoir un bon parapluie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand j'arrive sur un tournage, je ne vais pas commander au grand metteur en scène le soleil, la pluie ou la neige. Je fais avec ce qu'il y a. Mais comme dans la vie. Là, je suis venu à votre rendez-vous, il faisait très beau, j'ai baissé la vitre du taxi pour avoir de l'air. Vous voyez? S'il avait plu, je l'aurais fermé. Voilà. Donc, je ne peux pas lutter contre la météo. C'est pour ça que je ne suis jamais malheureux. Je m'adapte à la pluie. Il y a des gens qui s'adaptent tellement bien à la pluie qu'il y en a qui dansent sous la pluie et ça fait chanson sous la pluie. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the rain. J'aime tous les temps, j'aime tout. Mon seul problème dans la vie, c'est ce que je vous disais au début, c'est que j'aime tout. J'aime le chaud, j'aime le froid, j'aime la mer, j'aime la montagne, j'aime la campagne, j'adore les gens intelligents, je préfère les cons parce qu'ils sont plus photogéniques. Voilà, c'est ça. Et ils sont plus beaux, c'est ce que disait Jacques Brel. C'était bien d'avoir un mot pour vous. Oui, oui. Voilà. Le mot de la fin. Et donc, comme j'aime tout, je fais l'apologie de ce qui marche. Ouais. Voilà, et je suis dans le positif. Écoutez, Claude Lelouch, mille merci d'être venu pour cette émission de Claude CS. Mille merci à Philippe Chevalier. Mon cher Simon, c'était un plaisir d'être avec Claude Lelouch et accessoirement avec toi. Voilà. Et merci à ce public. Et merci beaucoup Claude Lelouch. Voilà. À très bientôt. Salut et fraternité. Merci.